Allez, bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de cette saison des assemblées générales. Bonjour Charles Pinel. Bonjour à vous. Directeur général de Proxinvest. C'est un temps fort, l'assemblée générale, quand on est actionnaire, c'est le moment de faire entendre sa voix. Exactement. Parce qu'on a des droits quand on est actionnaire. Exactement. Quand on est actionnaire, on a différents droits, dont celui de s'exprimer lors des assemblées générales. Il faut rappeler une évidence, les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Et l'assemblée générale, c'est l'occasion pour la société, d'une part, de présenter son bilan, sa stratégie, et de soumettre à ses propriétaires d'entreprise un ensemble de résolutions sur lesquelles donc, ces actionnaires peuvent s'exprimer. Voilà, on va en parler justement de toutes ces résolutions. Il y en a plein sur les rémunérations, sur le climat ou autre. Mais juste, et après on sort du sujet, sur les actionnaires font assez usage de ce droit, de tous les droits, notamment des droits de vote en assemblée générale. Oui, je pense qu'il faut peut-être diviser les actionnaires professionnels, donc les sociétés de gestion, les asset managers, des particuliers. Je pense aux particuliers. Oui, les particuliers, c'est effectivement plus limité. Le quorum, le taux de vote est à peu près de l'ordre de 70% en moyenne pour le CAC 40. Alors, ça veut dire 70%? Donc il y a 70% des actionnaires qui expriment leur vote. Les petits porteurs, eux, en direct. Les petits porteurs, c'est difficile à avoir, ça reste très marginal et c'est plus compliqué parce que soit il faut avoir le temps de se rendre à l'Assemblée générale, donc c'est quand même plutôt réservé à des personnes qui ne sont pas en activité, donc plutôt à des retraités. Et pour ceux qui sont en activité, ils peuvent voter par correspondance en amont, mais peu le font, effectivement. Alors, dans les sujets dont on va parler encore cette année, ce sont les rémunérations des dirigeants. C'est toujours un sujet aujourd'hui? C'est toujours un sujet, effectivement, c'est très récurrent. Je pense qu'une des raisons, c'est... Parce que la question, pardon, je vous coupe, mais la question, c'est pas de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup, encore que c'est un sujet, mais c'est de savoir si c'est bien corrélé par rapport aux performances financières et non financières de l'entreprise. C'est exactement. Je pense que les actionnaires, c'est ce qu'ils regardent en premier, c'est l'alignement avec la performance. Après, les montants sont, je pense, de plus en plus scrutés, ou en tout cas, plus les montants sont élevés, plus justement cet alignement avec la performance est regardé et examiné. Et donc, ça nous mène au cas Carlos Tavares chez Stellantis, mais dont les résultats, financiers et boursiers sont étincelants. Exactement, on est bien d'accord. Et c'est là la difficulté de savoir quand un dirigeant a d'aussi bons résultats, quelle est sa juste rémunération, et notamment en termes de montant. Vous voyez, on pourrait dire, effectivement, les résultats sont excellents, donnons-lui 10 millions, 20 millions, 100 millions. C'est une question. Et dans les faits, on peut regarder la moyenne du secteur, ce que touchent d'autres patrons de constructeurs automobiles de taille équivalente. C'est effectivement ce qu'on appelle du benchmarking. C'est bien sûr une façon de procéder et on fait ce travail. Selon la société, alors après c'est un petit peu compliqué, il y a les montants qui sont versés ou les montants attribués. Stellantis, c'est une société de droit néerlandais, il communique la rémunération sous forme de montants versés. Et c'est, pour cette année, c'est de l'ordre de 36 millions d'euros. Si on prend, alors il y a 2 ans, c'était un petit peu l'inverse, nous on a un montant donc plus limité, mais disons, à peu près il y a 20 millions d'euros en moyenne, donc là c'est 36 millions, donc c'est beaucoup. La moyenne, la moyenne du CAC 40, on est à 6 millions, 7 millions, vous voyez, d'euros, la médiane à 5 millions, donc il est quand même sensiblement plus élevé. Stellantis justifie ce montant, et bien sûr c'est vrai, en expliquant que la moitié du chiffre d'affaires, depuis le rapprochement, donc c'est Fiat Peugeot, la moitié du chiffre d'affaires est effectuée aux États-Unis, où les rémunérations sont sensiblement plus élevées qu'en France. Mais même par rapport aux sociétés américaines, vous voyez, la médiane à peu près des sociétés américaines, on est à 15 millions, donc il est quand même sur des montants très élevés. On parle que de Stellantis, il y a aussi d'autres sociétés où les rémunérations des dirigeants seront scrutées cette année? Oui, bien sûr. Alors, un autre sujet à prendre en compte quand on examine ces rémunérations, c'est bien sûr le contexte social des entreprises. Et donc on a comme exemple Carrefour, où c'est un contexte qui est compliqué. Alexandre parle des rémunérations très élevées, très décriées, pas seulement par les salariés, pas seulement par les syndicats, mais aussi par les actionnaires. Chaque année, le taux d'approbation de sa rémunération est de plus en plus faible, elle est de 60%. Alors, c'est pas mal 60%, mais par rapport à la moyenne des taux d'approbation, c'est très faible. Alors, sur les rémunérations, on est plutôt à l'ordre de 90%. S'il y a 90%, pourquoi est-ce qu'on en parle, vous et moi? C'est que c'est pas un sujet. C'est pas un sujet, à l'exception de quelques dirigeants qui défraient la chronique et qui, en défrayant la chronique, remettent en cause l'ensemble du système des rémunérations des dirigeants.
autres boîtes du CAC 40 sur lesquelles la question de la rémunération sera posée? Alors, on a repéré un cas intéressant, c'est celui de L'Oréal. Alors, L'Oréal, il y a un directeur général, Nicolas Hieronymus. Il a 10 millions d'euros, pour vous donner une idée. Donc, c'est quand même, on est sur des montants très élevés. Hein. Je vous disais, la médiane, c'est 5 millions du CAC 40, donc c'est quand même le double. Alors, c'est une des plus grosses sociétés du CAC 40. Oui, vous le dire, c'est même elle est dans le top 3, je pense. On peut le justifier de la sorte. Aussi. Et extra-financière aussi. Aussi, c'est un très bon élève. Donc c'est pour ça, après... C'est pas gênant alors si c'est un très bon élève, non? Oui, mais alors pourquoi lui donner 10 millions et pas 50 millions? C'est ça la question. Et là, je pense que c'est à chacun de se faire son opinion sur ce genre de choses. Ce qui est plus intéressant pour cette année pour L'Oréal, et c'est un cas très spécifique, c'est le président du conseil d'administration, Jean-Paul Agon. Vous savez, il y a une dissociation, ça va faire 3 ans. Il touchait en tant que président du conseil d'administration, donc non exécutif, 1,6 million d'euros. C'est-à-dire c'est à peu près le double de la moyenne des présidents non exécutifs des sociétés du CAC 40. Et cette année, la société explique que dorénavant, il a fini d'être, il sera moins impliqué dans la transition ou l'accompagnement de son directeur général, et sa rémunération va être baissée à 950 000 euros. Donc, ce qui est plutôt positif, vous allez me dire, en tout cas pour le coup. En revanche, pendant qu'il touchait 1,6 million, il avait renoncé à sa retraite chapeau. Et là, à partir de la future Assemblée Générale, il va récupérer une retraite chapeau qui ferait 1,59 million, donc 1,6 million. Donc vous voyez, conclusion, le coût pour l'entreprise et le coût pour les actionnaires va être supérieur à précédemment. Et surtout, ce qui est intéressant, je pense, mais là c'est pareil, c'est à chacun de se faire son opinion, est-ce qu'un président non exécutif qui touche 950 000 euros a besoin de toucher une retraite chapeau d'1,6 million. C'est une question, je trouve, bien sûr, juridiquement, il y a le droit, mais voilà, Jean-Paul Agon, il a 67 ans, je pense que c'est quand même une retraite très, très dorée pour un jeune retraité. Bon, il y a aussi, s'agissant d'LVMH, les investisseurs qui attendent d'en savoir plus sur la succession de Bernard Arnault, c'est-à-dire? Ça, c'est un sujet on manque un petit peu de perspective. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Quand on dit succession, c'est en tant que président? Alors, actuellement, donc, il est président-directeur général. Il a 75 ans. Les statuts prévoyaient une limitation de son âge en tant que DG à 75 ans et de président à 75 ans. Il y a 2 ans, les statuts ont été modifiés et dorénavant, il peut être directeur général jusqu'à 80 ans. Et M. Arnault est très astucieux, a ajouté aussi un article dans les statuts. S'il cumule les deux, il pourra rester jusqu'à cet âge de 80 ans. Donc il pourrait être encore là 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Conseil actuellement, donc il y a M. Arnault, Bernard Arnault, il y a 2 de ses filles, sa fille, Delphine, Antoine, un de ses fils, et à l'Assemblée Générale, il va faire entrer 2 autres enfants, je crois que c'est Alexandre et Frédéric, donc ils vont être 5 personnes de la famille, donc il va un petit peu renforcer son pouvoir au sein du Conseil. D'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs membres du Conseil qui étaient là depuis très longtemps, non indépendants, qui vont partir, et dont Antonio Belloni. Et Antonio Belloni, c'était le DGD de LVMH, et là on vient d'apprendre qu'il va quitter sa fonction de DGD et qu'il va quitter le Conseil. Donc il est remplacé par M. Bianchi. Donc, est-ce que c'est M. Bianchi le futur successeur? Est-ce que c'est des fils de monsieur ou filles de M. Arnault? On en saura plus ou pas à l'issue de cette Assemblée Générale? Pas à l'issue de l'Assemblée Générale, mais en tout cas, on sent que ce trame des évolutions et qu'il est en train de mettre le pied à l'étrier pour ses enfants. Alors, autre sujet dans ces Assemblées Générales, ce qu'on appelle le Say on Climate, c'est le vote des actionnaires sur les résolutions climatiques. Des managements, vote qui est consultatif, on le rappelle. Les années précédentes, on avait quoi? On s'en était parlé, une dizaine, c'est ça, par an, de résolutions qui font l'objet d'un vote cette année. C'est un sujet, c'est très intéressant. Parce que, moins ou plus cette année? Alors cette année, on ne peut pas savoir. Il y a les premiers Say on Climate, on les a vus il y a 3 ans. Il y en a eu 3 sociétés qui ont présenté de façon volontaire sous la pression des investisseurs. Et les 2 dernières années, il y en a eu 11. La loi n'oblige rien. Exactement. C'est consultatif, il n'y a aucune obligation. Et surtout, le code AFEP-MEDEF, c'est le code AFEP-MEDEF, vous savez, en matière de gouvernement d'entreprise. De bonne conduite. Voilà, c'est de bonne conduite pour les principales sociétés cotées.
a été modifié pour demander aux sociétés qu'elles présentent leur plan, leur stratégie climatique, et tous les 3 ans, sauf s'il y a des modifications. Il y a une résolution? Non, justement, c'est seulement une présentation sans vote. Donc vous voyez le décalage. Donc à partir de là... C'est un petit peu en arrière, ça. Exactement, parce que la plupart des sociétés, donc dorénavant, se contentent de cette présentation et non plus de mettre des résolutions Science and Climate. Ça veut dire que cette année, il y aura a priori moins de résolutions Science and Climate. Ça ne va pas dans le bon sens, ça. C'est ce qu'il me semble. Ce qui est aussi intéressant de noter... D'autant que ce n'est que consultatif, on le rappelle. Ce n'est que consultatif. Mais au moins, les actionnaires peuvent s'exprimer. Juste un petit rappel historique, ce qui est intéressant, parce que c'est de l'histoire récente. À l'automne dernier, il y a un député, Alexandre Elroyd, qui a proposé de systématiser ces résolutions Science and Climate. Ouais. C'est passé à la Chambre, enfin à l'Assemblée nationale, mais pas en commission mixte paritaire. Donc on reste sur un système actuel. Donc le législatif n'a pas acté dans la loi. Ouais, exactement. Donc effectivement, on est plutôt sur un statu quo. Actuellement, on a repéré uniquement 2 sociétés. Alors c'est amusant, ce sont 2 sociétés, c'est des foncières. C'est ICAD et Gecina qui vont proposer une résolution Science and Climate, et d'autres présentent des résolutions, des points à l'ordre du jour. Mais c'est comme une présentation, c'est-à-dire il n'y a pas de vote. Donc c'est un petit peu limité. Charles, avant de se quitter, il faut parler d'un nouveau type de résolution à partir de cette année. Je ne connaissais pas, en plus du commissaire aux comptes, la société doit nommer un autre certificateur, un auditeur durabilité pour certifier le rapport extra-financier. Obligation pour le coup là dans la loi depuis cette année. Exactement. C'est dans le cadre de la transposition de la directive européenne CSRD en décembre dernier. Dorénavant, effectivement, les sociétés vont devoir publier un rapport extra-financier qui va être certifié. Alors, au choix de la société, par un commissaire aux comptes, soit le commissaire aux comptes qui certifie leurs comptes, soit un autre commissaire aux comptes, soit un OTI, un organisme tiers indépendant. Ils vont être nommés pour 3 ou 6 ans, et si c'est le commissaire aux comptes en place, il sera nommé pour la durée qui reste à courir du mandat de ce commissaire aux comptes. Alors, dans ce cadre, on a eu beaucoup de discussions avec les entreprises qui, en tout cas pour les plus grosses entreprises, celles du CAC 40, ont fait le choix de prendre leur commissaire aux comptes, qui certifie les comptes financiers. Prétextant ou arguant, et j'entends, hein, c'est un vrai argument qu'elles connaissent déjà très bien ces sociétés, qu'il y a un lien bien évidemment entre les risques financiers et les risques extra-financiers. Nous, on a trouvé que c'est... J'entends l'argument aussi, honnêtement. Oui, bien sûr, il est tout à fait recevable. En revanche, nous, on pense que c'est l'occasion... un regard extérieur. Exactement. Un autre regard complémentaire, un peu comme le co-commissariat. Vous savez, au compte actuellement en France, vous avez 2 commissaires au compte qui travaillent main dans la main. Là, c'est pareil, ce serait de voir. Faut plutôt essayer de le voir comme une opportunité pour les sociétés, non pas comme une contrainte, avoir un regard complémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Middle Next, vous voyez, c'est l'organisation qui regroupe les sociétés, les small et mid caps, a le même point de vue que nous. Et donc, on est en train de voir, lors des convocations aux assemblées générales, les grosses sociétés du CAC 40 ou du SBF 120 vont prendre pour la plupart leur commissaire aux comptes actuel, et les sociétés plus petites risquent de prendre, enfin risquent, non, pour moi c'est plutôt une opportunité, de prendre un autre organisme pour faire ce travail. Bon voilà, on refera un point ensemble. Les assemblées générales vont s'ouvrir dans les prochaines semaines. Ça nous mène jusqu'à quand qu'on fasse le petit bilan, le débrief après? Alors les sociétés ont jusqu'à fin juin, ont 6 mois après la clôture des comptes pour tenir l'assemblée générale, mais les plus importantes sociétés les tiennent en avril-mai. Voilà, ce sera l'occasion de faire un point de nouveau. Bien volontiers. Au revoir. Merci à vous, Charles Pinel. Merci à vous. Directeur général de Proxinvest. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine ici sur Boursorama.